Madame, monsieur, bonsoir, soyez les bienvenus sur TLT dans votre journal à la une de l'actualité toulousaine de ce mercredi 4 juin, au lendemain des discussions houleuses à l'Assemblée nationale sur la réforme Taubira et à la veille de la mobilisation des avocats toulousains sur l'aide juridictionnelle. Nous recevons ce soir le bâtonnier de Toulouse, Frédéric Douchet. À tout de suite. Mobilisation des chauffeurs-livreurs d'Exapac, filiale de la Poste. Et puis enfin, organiser des matchs de rugby pour recruter dans la police. C'était une opération séduction aux Argoulets cet après-midi. Les avocats tirent donc la sonnette d'alarme une énième fois, faut-il le préciser, au cœur de la grogne, le manque de crédit alloué à l'aide juridictionnelle. Bonsoir Frédéric Douchet, vous êtes donc le bâtonnier de Toulouse, en poste depuis le 1er janvier 2013 pour un mandat qui dure 2 ans. C'est très court, à la fois très court et très intense, vous avez déclaré. On va parler de cette mobilisation des avocats sur l'aide juridictionnelle. Mais avant cela, on l'a appris aujourd'hui, le meurtre de Quentin Fissé, 21 ans, tué à coups de couteau début mai à Toulouse pour un motif dérisoire, avait provoqué, on s'en souvient, un vif émoi. L'affaire rebondit aujourd'hui avec la libération en début de semaine de 2 suspects, dont l'un pour simple vice de forme, une banale erreur de date dans la transmission d'un acte judiciaire, une erreur lourde de conséquences, une véritable tragédie pour la famille de Quentin. Le suspect a donc été remis en liberté, il n'est pas sous contrôle judiciaire. Comment une telle erreur a pu être commise? C'est la question que je vous pose. Tout simplement parce que, visiblement, les procédures, parce que la procédure pénale, c'est le respect des droits de la défense, n'a pas été respectée par une des personnes qui a été en charge du dossier sur le plan judiciaire. Dans ces conditions, lorsque la procédure n'est pas respectée, la conséquence immédiate, c'est la remise en liberté. Le vice de procédure, c'est aussi... Alors parfois, c'est très choquant parce qu'il faut penser à la victime, il faut penser aux parents de cette victime. Je crois que ce sont des gens qui sont particulièrement touchés, particulièrement meurtris de ce qui leur est arrivé. Malheureusement, la loi est la loi, et parfois, elle permet, comme cela, parce que la procédure a été viciée, de remettre en liberté. Alors, je rappelle, selon les principes généraux du droit, il y a une présomption d'innocence. Et la personne qui a été mise en examen dans ce dossier est présumée innocente jusqu'à ce que la juridiction compétente l'ait condamnée définitivement. Devra-t-elle comparaître? Sera-t-elle amenée à comparaître? Elle sera amenée à comparaître, puisque de toute manière, même s'il y a une sortie, en général, dans ce cadre-là, vous avez toujours un contrôle judiciaire, et cette personne, forcément, sera amenée à comparaître. Donc très rapidement, la suite de ce dossier? Alors, je ne connais pas le dossier de fond, parce que je ne suis pas conseil d'une des parties, mais je pense qu'une reprise de la procédure sera faite par le magistrat instructeur, à nouveau, et qu'il y aura un placement de la personne, soit dans le cadre d'un contrôle judiciaire strict, soit peut-être une remise en détention. C'est déjà arrivé dans le passé. Alors, je l'ai dit en préambule, vous soutiendrez donc demain la mobilisation de vos confrères. Vous êtes avocat et vous demandez notamment la réforme du mode de financement de l'aide juridictionnelle. On rappelle qu'il s'agit d'une aide financière ou juridique que l'État accorde aux justiciables dont les revenus sont insuffisants pour accéder à la justice. Elle prend en charge en totalité ou en partie les frais de procédure et d'expertise et les honoraires de l'avocat, l'aide étant versée directement à celui-ci. Vous dénoncez aujourd'hui une rémunération des avocats qui frôle l'indécence. Oui. Alors il faut savoir que nous sommes quasiment les derniers de la classe en Europe. Nous avons le 25e budget de la justice. Pour vous donner un ordre d'idée, notre budget en pourcentage du PIB par habitant, 0,20%, est équivalent à celui de l'Azerbaïdjan. Alors les chiffres sont parlants. L'Azerbaïdjan, c'est quand même un pays dont le président est élu par acclamation depuis 20 ans. Ce n'est pas un modèle de démocratie. Malgré cela, on alloue un budget de la justice conséquent. La France, je dirais, ne veut pas se donner les moyens de défendre les plus démunis. Et paradoxalement, c'est un gouvernement de gauche qui aujourd'hui prend des mesures pour accentuer le fossé qu'il existe entre ceux qui ont les moyens de se payer les meilleurs avocats de la place et ceux qui malheureusement vont choisir des avocats qui travaillent pour des sommes indécentes. Alors concrètement, oui, quelques chiffres qui parlent. Quelques chiffres qui sont parlants. Vous savez que lorsque nous intervenons au titre de l'aide juridictionnelle, notre intervention se fait en fonction d'une unité de valeur, ce que l'on appelle l'UV. Cette UV est fixée, selon les juridictions, entre 18 €, barreau de Paris, et 22,50 €, le barreau de Toulouse. Le garde des Sceaux, pour faire des économies de bout de chandelle, 15 millions d'euros, a décidé d'harmoniser cette unité de valeur sur l'ensemble du territoire. La conséquence, c'est que l'unité de valeur va baisser de 8 à 9% pour le barreau de Toulouse, mais également pour tous les grands barreaux. Ça, c'est inacceptable. Ça, c'est inacceptable parce que l'aide juridictionnelle n'a pas été réévaluée depuis 7 ans et aujourd'hui, elle va baisser.
Un ordre d'idée, vous défendez, vous êtes l'avocat d'une victime devant le tribunal correctionnel pour recevoir votre client, préparer des conclusions, l'assister. C'est à peu près 8 à 10 heures de travail. Vous allez percevoir la somme de 124 €. Nous travaillons à un tarif, nous sommes Bac+8, de 20 € de l'heure, parfois moins. Il arrive que devant les tribunaux de police, toujours en étant victime, nous percevions 24 € pour assurer la même défense. C'est une honte absolue. Alors, vous allez donc vous mobiliser demain. Est-ce que vous pensez franchement pouvoir vous faire entendre, alors qu'aujourd'hui, on le sait, on va en parler, il nous reste très peu de temps, Frédéric Douchet, mais la réforme Taubira a été discutée hier pour la première fois à l'Assemblée nationale. Votre mouvement est très infime. Nous en sommes conscients, oui. Que pensez-vous de cette réforme qui est discutée à l'heure actuelle? Pour résumer ce qui va changer très rapidement, le texte prévoit d'éviter des sorties sèches de prison, supprime les peines de plancher pour les multirécidivistes, crée la contrainte pénale. Dites-nous un petit peu comment vous vous positionnez sur ce projet de réforme. Alors, nous avions... Est-ce que c'est suffisant? Non, elle est insuffisante. Nos prisons sont engorgées. Oui. Il faut savoir que sur les 63 000 détenus, 76 % des détenus sont détenus pour des peines inférieures à 1 an. Et rien n'est fait pour préparer la sortie. Prenez un exemple avec le Canada. Le Canada, qui est un pays qui met en place des procédures qui font que le taux de récidive est le plus bas au monde. Rien n'est mis en place en France pour éviter cette récidive. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a des sorties sèches. Faut-il supprimer les peines planchées? Il faut supprimer les peines planchées parce qu'on s'est aperçu qu'elles n'ont servi à rien. Je rappelle que la peine de mort n'a jamais fait baisser le taux de criminalité aux États-Unis. Au contraire, la peine planchée n'a servi à rien. Elle a servi simplement à engorger les détenus et à faire plaisir à une certaine opinion publique qui disait qu'il n'y avait pas suffisamment de répression. Ce n'est pas la répression qui évite la récidive, c'est la prévention. Très rapidement, parce qu'il nous reste 1 minute, que faut-il faire aujourd'hui? On voit bien, le système ne peut plus avancer comme il existe en l'état. Comment faut-il réformer? Quelles sont les priorités? Où faut-il changer les choses? Il faut changer les choses. Nous manquons de tout. Nous manquons de juges, nous manquons de greffiers, nous manquons de photocopieuses. Le candidat Hollande avait fait des promesses, doubler le montant de l'aide juridictionnelle pour que les plus démunis aient accès à une justice équitable. Ce n'est pas le cas, rien n'est fait. Je suis très conscient de la situation économique que nous rencontrons aujourd'hui, auquel nous devons faire face. Mais il n'en demeure pas moins que nous devons nous donner les moyens de nos prétentions. Je rappelle, par exemple, que l'affaire des écoutes, ce sont 650 000 écoutes par an en France, qui coûtent 45 millions € aux contribuables. Lorsque la justice veut se donner certains moyens pour satisfaire certaines ambitions, elle peut le faire. 45 millions auraient pu être alloués à des tâches beaucoup plus importantes et beaucoup plus louables que 650 000 écoutes. Un ordre d'idée, il n'y en a que 100 000 en Italie. Vous restez à mes côtés. En bref, on l'a appris ce matin, Carole Delga, la députée PS de Haute-Garonne, remplace Valérie Fournéron au poste de secrétaire d'État au commerce. Un premier poste au gouvernement pour cette fonctionnaire de 43 ans qui a travaillé à la mairie de Limoges, puis à la région Midi-Pyrénées et qui est depuis 2012 secrétaire nationale du PS au logement et à l'égalité des territoires. Carole Delga est maire de Martre-Tolosane depuis 2008 et conseillère régionale. Elle avait été élue en 2012 députée dès le premier tour dans la 8e circonscription de Haute-Garonne. Sans transition, l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, a pour mission d'assurer la protection des travailleurs, du public et de l'environnement face aux risques liés à la radioactivité. Vous le savez, 18 inspections ont ainsi été réalisées dans la centrale de Golfech l'année dernière. Quel bilan? Les réponses tout de suite avec Marie Larpan et Valentin Couder. Bon élève, plutôt au-dessus de la moyenne, c'est l'appréciation de l'autorité de sécurité nucléaire pour la centrale de Golfech au cours de l'année 2013. En 2013, nous avons réalisé 18 inspections sur le site, sur différentes thématiques, la radioprotection, la maîtrise de l'environnement, la conduite des réacteurs. Et nous avons constaté que la centrale appliquait correctement les règles qui lui étaient applicables et qu'elle maîtrisait correctement la sûreté nucléaire sur le site. L'accident nucléaire de Fukushima au Japon le 11 mars 2011 n'est pas sans conséquence sur les fonctionnements des centrales françaises. L'ASN a imposé au CNPE de Golfech un ensemble de prescriptions techniques, alors notamment l'adjonction d'un groupe électrogène de secours supplémentaire sur le bâtiment des auxiliaires nucléaires. Le bilan de l'année 2013 est nettement plus mitigé en ce qui concerne le nucléaire de proximité. L'exposition au rayonnement artificiel a augmenté de 50% en 5 ans, en partie due à l'évolution des pratiques médicales et à un équipement croissant en scanner. Le domaine le plus critique est celui de la radiologie interventionnelle. C'est le guidage
par un système de radiologie d'un acte opératoire. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est extrêmement positif pour les patients, puisqu'en fait, ça permet d'éviter des interventions lourdes. Mais actuellement, je pense que le corps médical n'a pas pris conscience de l'importance des risques associés à l'utilisation des générateurs X. Et donc on observe que les praticiens médicaux ne portent pas de dosimétrie, ne font pas de formation à la radioprotection et n'ont pas de suivi médical. À l'université Paul Sabatier de Toulouse, comme dans la plupart des universités scientifiques, se pose le problème de l'élimination des déchets radioactifs des laboratoires de recherche. On ne peut pas dire que ces stockages présentent des risques pour les étudiants en particulier, hein, puisqu'en fait le stockage est sécurisé, situé en sous-sol, donc en fait l'accès est interdit, voilà. Donc il n'y a pas vraiment de risque. Mais en revanche, il faut absolument que ces sources qui sont utilisées soient déjà caractérisées, parce que certaines de ces sources, on ne sait pas exactement ce que c'est. Elles doivent être caractérisées et ensuite envoyées soit renvoyées vers leur fournisseur, soit renvoyées à l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs. Malgré un bilan globalement positif, l'ASN prône la vigilance pour l'année 2014. Au programme notamment la gestion des effluents et déchets radioactifs de médecine nucléaire, telle qu'elle est pratiquée par exemple à l'Institut universitaire du cancer. L'ASN rappelle également l'obligation faite aux acteurs de déclarer les événements significatifs de leur structure, chaque incident permettant d'améliorer la réactivité et donc la sécurité. Je vous le disais en titre, les chauffeurs-livreurs d'Exapac, filiale de la Poste spécialisée dans la livraison de petits colis, sont en grève depuis quelques jours. Ils se sont mobilisés aujourd'hui à Toulouse dans le cadre d'un grand mouvement national. Ils dénoncent notamment des disparités salariales entre les différentes agences en France. Le point avec Marlène Canal et Alain Sorat. Une vingtaine de chauffeurs-livreurs s'est rassemblée devant le site toulousain d'Exapac ce matin, et ce pour le deuxième jour consécutif. Ces spécialistes du colis de moins de 30 kilos sont en grève car excédés par des salaires trop bas et les nombreuses disparités salariales qui existent entre les différents centres Exapac de France. De même, leurs conditions de travail seraient inacceptables. On part sur des tournées qui oscillent entre 60 et 90 clients par jour. Est-ce que c'est faisable ? Non, pour certaines tournées, c'est pas faisable du tout. On est tous les jours en train de ramener des colis qu'on n'a pas eu le temps et la possibilité de livrer dans la journée. De plus, le rayon d'action de chaque livreur peut s'étendre sur 350 km dans la journée. Il serait donc obligé, pour toutes ces raisons, d'effectuer de nombreuses heures supplémentaires. Les conséquences, c'est que les salariés en ont marre, n'ont plus de vie à côté, puisqu'ils sont constamment au travail. En fait, on fait des journées qui oscillent entre 10 et 9h30 et 11 heures de travail par jour. Pour un salaire moyen Pour un salaire moyen, au minimum, qui oscille aussi entre 1500 et 1600 euros et qui peut monter avec les primes, j'entends bien aussi avec les primes, qui peut monter aux alentours de 2000 euros avec un bon nombre d'heures supplémentaires. Mais ce qui fait que les conditions de travail se sont dégradées et qu'on n'a plus de vie à côté en fait. Autre point de discorde, aujourd'hui il serait 22 chauffeurs salariés d'Exapac, mais la société ferait appel à près de 70 chauffeurs supplémentaires en sous-traitance. Il s'agit de défendre les emplois en CDI. La direction du site toulousain n'a pas aujourd'hui souhaité s'exprimer. Autre mobilisation à Toulouse aujourd'hui, celle des AVS. Une délégation d'une vingtaine de personnes a été reçue au rectorat ce matin. Les revendications des auxiliaires de vie scolaire qui sont mobilisés depuis quelques semaines déjà, vous le savez, restent les mêmes. Une meilleure reconnaissance de leur statut. L'université Toulouse 1 Capitole lance son école européenne de droit, un concept unique en France et en Europe et en partenariat avec les grandes universités européennes que sont Barcelone ou encore Rome. L'idée, c'est bien de former des juristes experts en droit européen. Les explications dans ce reportage. Droit commercial, civil, familial, pénal, l'Europe manque de professionnels et surtout, le droit européen est en pleine mutation. Fort de ce constat, l'UT1 Capitole entend se placer en pole position des formations innovantes avec un nouveau concept d'école de droit à l'intérieur même de l'université. Pour avoir en quelque sorte le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire le meilleur de ce qu'apporte l'université, la très haute qualification de nos enseignants,
et le meilleur de ce qu'apportent traditionnellement les écoles, c'est-à-dire des effectifs plus réduits, dans des filières très professionnalisantes, avec la création de réseaux d'anciens, etc. Le projet s'inscrit dans la continuité de l'harmonisation des diplômes européens, LMD, licence, master, doctorat. La formation est ouverte en post-bac avec une sélection sur dossier, déjà plus de 800 demandes pour 150 places, et au L3, troisième année de licence. Passage obligé pendant la formation dans l'une des universités européennes partenaires du T1, Barcelone, Milan ou encore Maastricht. L'idée, c'est de former des cadors du droit européen polyglottes grâce à un projet pédagogique ambitieux et original. D'abord parce qu'il est fondé sur de la double compétence, voire de la triple compétence pour les étudiants qui passeront 5 ans dans l'école. Il y aura la possibilité de faire 2 mobilités dans 2 pays différents. Il est original parce que il y a un socle commun de formation qui sera assuré pour tous les étudiants de l'école, quel que soit le pays dans lequel ils iront en mobilité. Il est original parce qu'on va beaucoup recourir à de la formation sous forme de formation à distance en utilisant les outils numériques, ce qui est assez nouveau dans le cadre de l'enseignement du droit. Et puis il est original aussi parce qu'il y a une très forte proximité avec les milieux professionnels. On a mis en place un comité d'orientation stratégique composé de professionnels de très haut niveau dans des domaines très différents. Le coût de la formation varie en fonction de l'université intégrée en Europe. L'ambition du T1, c'est de créer le même modèle de formation en droit dans les grandes métropoles européennes. Autre ambition, la mise en place à la rentrée 2014 d'un programme doctoral européen avec un accent particulier mis sur la recherche. À l'heure actuelle, la European School of Law de Toulouse n'a pas d'équivalent. Frédéric Douchet, je vous ai vu très intéressé par ce sujet. Alors j'avais eu le privilège, voilà quelques jours, d'être invité par le président Cyr au Quai d'Orsay. Laurent Fabius nous a honoré de sa présence parce qu'il a estimé que la création de cette école, unique en France et unique en Europe, était indispensable à la connaissance des règles européennes. C'est très simple, au quotidien nous sommes obligés d'appliquer les directives européennes, d'appliquer les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Cour de justice des communautés européennes. Et les avocats, parce que nous faisons au quotidien du droit comparé, doivent connaître toutes ces règles. Ce qui veut dire que la conséquence, une initiative exceptionnelle du président Cyr. Et j'ai eu l'occasion de le féliciter, mais je le dis aujourd'hui en direct sur votre plateau. On termine avec cette opération séduction dans le cadre d'une grande journée nationale ou quand le rugby aide à recruter dans la police. Cet après-midi aux Argoulets, des rencontres de rugby ont donc été organisées devant lycéens et Toulousains. Objectif, leur faire découvrir les différentes facettes des métiers de la police. Marianne Ribaud, Harmonie passionne. Sauter, ramper ou encore plaquer son adversaire au sol, voilà les objectifs de la journée. Les 24 cadets de la République, élèves de l'école de la police nationale de Toulouse, découvrent les règles du ballon ovale avec l'aide de 80 rugbyman en herbe de la maison du rugby. Ça s'inscrit un petit peu dans le cadre, on va dire, de la relation police-population, donc pour permettre aussi un rapprochement de la police à la population, de faire connaître nos métiers. Justement pour permettre à des jeunes aussi d'entamer un dialogue avec la police, notamment à travers aussi nos jeunes policiers qui sont en formation à l'école de police. C'est un échange entre deux mondes complètement différents. Qu'en pensent les futurs agents? Aujourd'hui, on va passer une bonne petite après-midi de rugby, ensemble avec toute ma section de cadets de la République. On va pouvoir rencontrer d'autres personnes. J'ai vu qu'il y avait une équipe de filles, elles ont l'air assez fortes. C'est très physique le rugby, mais là c'est plus découverte, loisir. On n'est pas dans la compétition, absolument faire le meilleur temps, comme on fait en école. Pour boucler la journée, une opération séduction avec la brigade cynophile très prisée, qui a fait une démonstration. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Merci Frédéric Douchet de m'avoir accompagné. Prochain rendez-vous avec l'info toulousaine demain, même endroit, même heure, en compagnie de Marie Larpan. Excellente soirée à tous.